Donc le 15 juillet, je reprends quelque chose qui devrait s'intituler comme ça, rationaliser l'angoisse. En fait, c'est non. C'est plutôt comment une hyper-rationalité, ce que je viens d'appeler hyper-rationalité, dans un message laissé sur un répondeur. Donc, hyper-rationalité. Cette rationalité qui semble tout à fait rationnelle, justement, objective, plausible, basée sur des prédicats, sur des hypothèses, sur des tas d'amener possibles. Pour affirmer une chose, je l'amène progressivement, avec beaucoup de précautions, des détails, des affirmations que je soupèse. Je dis ça, mais je sais, je peux me tromper. Voilà la rationalité. La rationalité, c'est de ne pas dire qu'on a raison, qu'a priori on a raison. On dit qu'on pourrait avoir raison, et que l'on pourrait avoir raison surtout dans certaines circonstances. Mais on pourrait se tromper si les circonstances venaient à changer, ou si notre lecture, notre interprétation des circonstances était un peu décalée. Dire que l'on ne produit pas du savoir objectif quand on rationalise. Dire que cette rationalité est hyper subjective, malgré tout. Mais là, il ne s'agit pas d'un discours sur la rationalité, il s'agit de dire ce que cache, de supputer plutôt ce que cache ou cacherait l'hyper-rationalité ou l'hyper-rationalisme. L'hyper-rationalisme veut que on doit s'occuper de ses intérêts, évidemment en fonction de son potentiel, mais aussi penser à ses intérêts, pas dans les médias. Les médias, ce n'est pas important, mais dans les moyens et surtout le long terme. Donc tout ce qui pourrait nuire à mes intérêts dans le long terme est à éliminer. Voilà, est quelque chose qu'il faut effacer de ces préoccupations et de ces... voilà, donc j'élimine, je discrimine, j'efface, je mets de côté, je considère comme hors sujet, hors de propos, hors d'intérêt, tout ce qui peut mettre en péril mon devenir. C'est ça qui est important, mon devenir. Si je pense, par exemple, je ne sais pas, j'ai de l'argent à investir, j'investirai dans une start-up, par exemple, qui serait, elle, intéressée par offrir des palliatifs. Finalement, à la problématique de la perte musculaire, par exemple, chez les gens âgés. Si jamais, bon, évidemment, je ne suis pas sûr d'arriver à ce stade-là, mais c'est uniquement une hypothèse. Donc je dis, tiens, cette start-up pourra m'apporter une aide le moment venu, le moment où j'en aurai besoin. Donc j'investis. Donc c'est ça. Le long terme, c'est comment je voudrais trouver les systèmes d'accompagnement, de prise en charge institutionnelle ou autre au moment quand j'en aurai besoin. S'il faut, je ne sais pas, il faut lutter peut-être pour une meilleure prise en charge, voilà, à tous les niveaux.
au niveau des soins, au niveau de l'accompagnement social, au niveau de l'accompagnement individuel aussi. Peut-être qu'il faut penser à un autre modèle que celui, et voilà, et voilà. Donc on se projette dans le long terme, on n'a rien à perdre. Si on arrive jusqu'au long terme, c'est pas grave, c'est bon. Sinon, c'est pas grave, on aura préparé les choses tout de même. Donc l'hyper-rationalité, voilà, donc cacherait. Donc à un moment donné, j'avais pensé, dans mon parcours personnel, j'avais écrit rationaliser l'angoisse. Et c'est resté, puisque c'est ça le sort de l'écrit, c'est resté un titre, si je me rappelle bien. Donc c'est resté comme ça, une sorte de titre pour un projet d'écriture, un projet de développement. Oui, voilà, c'est mort, mais reste comme ça, rationaliser l'angoisse. Or, pour moi, il ne s'agit plus d'une chose, une chose importante, une chose décisive, une chose à réaliser. Il s'agit plutôt d'inverser. Non pas rationaliser l'angoisse, mais essayer de débusquer l'angoisse derrière la rationalité, derrière cette façade, etc. Donc, dans toute chose, il faut trouver un équilibre. Alors, il y a la mort et il y a la vie. Donc, la perspective de la mort est là. Mais on doit continuer de vivre comme si, évidemment, on ne devait pas mourir. C'est un équilibre avec une chose totalement impossible à accepter. On n'accepte pas notre mort, on n'accepte pas la mort de nos proches, etc. Mais on doit vivre avec cette perspective. On doit faire comme si où la mort pourrait être un soulagement si on est dans un état physique très détérioré. Donc à ce moment-là, on appellerait le grand sommeil, certainement. Donc tout dépend de la situation. La mort deviendrait une sorte d'allié, une sorte de désir ultime, alors qu'aujourd'hui elle apparaît comme un ennemi farouche, un ennemi qu'il faut absolument savoir maintenir à distance respectable. Donc rationaliser l'angoisse, ou plutôt angoisser le rationnel, introduire une dose d'angoisse dans le rationnel. Voilà donc comment ce rationnel est un peu une sorte de jeu de masque. Et c'est vrai que quand on parle de la réalité, il y a une réalité, j'allais dire première, et il y a des réalités derrière. La réalité de ce corps n'est pas ce qu'on voit. C'est aussi, bien sûr, c'est ce qu'on voit, c'est une réalité, mais c'est une premier niveau de la réalité. Donc il y a derrière ce corps, derrière cette façade, évidemment, derrière le tissu, il y a de la chair, mais derrière la chair, il y a de la peau, mais derrière la peau, il y a des choses, et derrière ce qui est visible, il y a de l'invisible, et il y a, dans l'invisible, il y a tout, j'allais dire, un univers invisible. Alors, invisible, c'est les choses petites, c'est les choses archi petites, les choses qui se perdent dans l'infiniment petit. Nous sommes composés de strates empilées comme ça, de choses. Après, nous avons une constitution, mais cette constitution est apparemment homogène, apparemment unitaire, mais en fait, elle cache
une sorte de diversité, une sorte d'infinité de petits mondes ou de petites structures. Voilà, donc des cellules, des atomes, de ceci, de cela, peu importe le nom. En tout cas, c'est une infinité de petitesse. Comme quoi la chose petite est capable de grandes réalisations pourvu qu'elle s'agglomère, pourvu qu'elle coopère. Nous sommes en tant qu'espèce capables de faire beaucoup quand nous y mettons à plusieurs. Voilà, et cette chose qui me stupéfait, cette réalisation, j'ai du mal à... D'ailleurs, je lève les yeux, je ne peux pas la voir en entier. Cette tour-là, ou ce pont, ou cet ouvrage, dit ouvrage d'art, c'est quelque chose qui me stupéfait, c'est quelque chose qui me laisse... Et pourtant, ça a été fait par des humains, évidemment secondés par des machines, mais les machines, ce sont nos prothèses et rien de plus. Donc, c'est nous qui avons fabriqué les machines. Voilà. Mais aussi mettons à plusieurs. Donc, l'angoisse, elle est où? Elle est où l'angoisse? C'est-à-dire le nœud d'angoisse. Le cœur de l'angoisse personnelle de quelqu'un, ce cœur qui n'est pas le cœur biologique, mais qui est pas loin, qui quelque part. Alors, où il est situé, ici, là, dans la tête, je ne sais pas, il est peut-être dans le regard, je ne sais pas où il est le lieu de, comment dire, le noyau angoissant de l'être. Cette chose, pour dire, oui, c'est cette chose qui s'est constituée un peu comme les cernes d'un arbre. Quand on les analyse, on voit que, évidemment, chaque cerne vient après un autre, etc. Et l'ensemble forme une unité. Voilà, donc on peut dire voilà presque une unité de temps. Voilà, une année pendant laquelle l'arbre a été accru a une croissance beaucoup plus importante. Une autre année, la croissance est assez presque pas perceptible parce que les conditions n'étaient pas favorables. Donc l'angoisse, au départ, il y a une graine quelque part. Il y a un noyau, et ce noyau ne cesse d'être entouré de cercles ou de cercles, peu importe comme on pourrait les appeler. Le noyau est le même, le noyau autour duquel tout va s'agglomérer, il est là. Le noyau, c'est quoi? Le noyau angoissationnel, c'est quoi? À quel moment? D'ailleurs, existe-t-il? On peut se poser la question. Est-ce qu'il y a un noyau? Est-ce qu'il y a plusieurs noyaux? On ne sait pas. On part de l'hypothèse qu'il y a un moment pendant lequel, un moment important, voilà, qui, comment on pourrait appeler ça, comme ce mot que j'ai extrait d'un contexte météorologique, un mot de coalescence, un moment qui a commencé, qui a permis justement l'opération de coalescence, de coalition, de regroupement. Donc les choses se regroupent comme pour une goutte d'eau, ça se regroupe autour d'un grain de poussière. Donc au départ, c'était peut-être le noyau, voilà l'idée qu'on se fait. Le noyau n'était pas important, mais il est nécessaire, il est indispensable. C'est autour du noyau que tout va se pouvoir
se regrouper. Peut-être, on ne peut pas l'analogie avec la goutte d'eau, parce que la goutte d'eau finit par se dissoudre d'une certaine façon. L'opération s'achevant par... Mais nous, on a... Je ne sais pas, quel est notre devenir dans cette histoire. À quoi mène cette coalescence? En tout cas, ça se regroupe, donc on va voir des moments très importants, des moments assez, voilà, il y a un trauma là, il y a un trauma important. À côté, il y a une année où il n'y a pas eu de trauma véritablement, donc, mais il y a quand même une trace. Alors, trace de quoi? Il y a peut-être, on pourrait dire, on saute quelques années même, on pourrait ne pas toujours être dans l'analogie avec la dendrochronologie, on peut laisser un peu ça, dire il y a des années, il ne se passe rien, il n'y a pas de trauma. Mais il peut y avoir des années où il y a plusieurs traumas. Donc, alors comment les représenter? Ça, l'analogie avec l'arabe s'arrête là, parce que finalement, succession de traumas, d'un seul coup, des traumas importants. Donc c'est ça le problème. Mais donc le traumatisme, il y a des traumatismes qui nous forcent au silence, qui nous forcent à une sorte d'occultation, au refoulement le plus total. D'ailleurs, on passe notre temps à les mettre sous le tapis. Dès que ça apparaît, bon, un petit coup de balai et hop, sous le tapis de nouveau. Et pourtant, ça ne disparaît pas. On ne fait pas disparaître la poussière que l'on met sous le tapis. On fait que la cacher à la vue, à sa vue, à la vue des autres. Jusqu'au jour, il va falloir, je ne sais pas, faire un grand nettoyage et on s'en rend compte que il y a la poussière d'un siècle et quelques sous le tapis. Vraiment, il va falloir faire un grand nettoyage, mais alors ça demande donc l'accumulation des angoisses. Voilà, donc beaucoup d'angoisses, ben, ça demande une rationalité en conséquence. Donc beaucoup de rationalité, ça révèle énormément d'angoisse. Et peu de rationalité, ou rationalité légère, presque aérienne, ça veut dire que l'être, ben, il n'est pas aussi angoissé, il n'est pas aussi traumatisé que d'autres. Donc on a là une inégalité, comme on pourrait avoir une inégalité au point de vue des potentiels, je ne sais pas, au niveau de son potentiel de maladie génétique, etc. Donc là, au niveau de ces variables-là, ben, certains sont plus sujets à développer certaines choses, certaines anomalies que d'autres. Donc voilà, mon anomalie à moi, c'est d'être rationnel et d'avoir du traumatisme qui m'oblige à recourir à une rationalité. Voilà, comme quelqu'un qui aurait des sortes comment dire, comment on appelle ça, qui seraient un peu défigurés, qui auraient plein de j'ai oublié le terme, et donc il est obligé de mettre une tonne de maquillage, de couches, et même, quitte même à sortir avec un masque. Donc, voilà, on est défiguré, et donc il faut travailler sur l'aspect qu'on va donner aux autres, et même l'aspect qu'on va donner à soi-même, et quelquefois on est totalement, presque détruit. Donc il faut travailler énormément sur le discours. Alors on rend le discours un peu, comment dire, on essaie de presque d'avoir une lecture presque pas impliquée. Voilà, la vie c'est une histoire de recettes. C'est une histoire, respect d'un processus, etc. Si on tient compte de cette loi, évidemment, si
on respecte la loi, je sais pas, de l'attraction entre les corps, ben ça va produire ça et ça. La loi respecte la loi de je sais pas quoi, mais j'ai oublié le nom, mais obligatoirement, quand on fait une action, il y a une contre-réaction, et cette contre-réaction a pour finalité de rétablir un certain équilibre en fonction de l'environnement, de toutes les façons. L'équilibre, voilà, en fonction des conditions dominantes au moment où l'équilibre est rétabli. Donc, mais le problème avec les recettes, justement, c'est que on a beau vous fournir une recette, après le résultat va dépendre de beaucoup de choses. Va dépendre de la qualité de vos ingrédients, va dépendre de leur fraîcheur, va dépendre de comment dire, de la façon que vous avez de les arranger. Et après, ça dépend si vous avez du temps, vous allez travailler avec lenteur, ou si vous avez envie d'accélérer un peu le processus. Tout dépend. Puis il y a la main, et puis il y a plein de choses. Puis il y a donc l'idée de fournir une recette ou d'un mode d'emploi de la vie est une idée déjà, même au niveau de la rationalité, elle est sujette à caution. Mais on fait comme pour ce qui est en fait pas du tout maîtrisable, pas du tout rationalisable, on fait agir le rationnel. Ben cet être, c'est vrai qu'il y a une balafre, voilà. Mais une balafre, ça change quoi, une balafre? C'est vrai que ça rappelle d'une scène violente, d'une agression, elle est toujours là. Balafre, oui. Bon, c'est une chose qui rappelle à chaque fois. Qu'est-ce qu'on doit dire à quelqu'un par rapport à la balafre? Alors, on doit agir sur les balafres visibles et les invisibles, sur le fait qu'il faut savoir là aussi prendre de la distance. Mais comment prendre de la distance vis-à-vis des choses que vous avez devant vous à chaque fois que vous regardez? Donc on va dire, je vais moins me regarder. En fait, moins se regarder, c'est une bonne chose. Se regarder, c'est souvent se déprécier. Donc c'est automatique. Quand on a une balafre ou pas, même si on n'a pas de balafre, on voit des choses qui ne font pas du bien à notre état intérieur. Donc, moins je me regarde, mieux je me porte. Et après, la rationalité, c'est de dire, je sais, j'ai des conditions, j'ai un parcours, j'ai un vécu, mais je vais jouer un jeu de Lego, mais ce jeu de Lego, je vais déconstruire. Je vais ramener les choses à leur base fondamentale. Je ne vais pas faire fondre les Lego, mais je vais tout déconstruire. Lego, puzzle, peu importe. Je vais désosser presque la structure. Et après, je vais me mettre à construire. Alors, évidemment, avec les Lego, on peut construire un peu de n'importe quoi. Quelquefois, je sais pas, une aile d'avion, je ne sais pas si ça peut s'adapter pour devenir la voile d'un voilier. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a déjà énormément de choses. Donc, je peux prendre mon destin et en fait, finalement, le déconstruire. Et puis, pour commencer par le rebâtir, peut-être avec... évidemment, j'ai toujours les mêmes matériaux, mais je vais essayer d'avoir une autre lecture de ce que j'ai pu vivre, et puis je vais peut-être associer certaines choses, alors que d'habitude je ne les associais pas entre elles. Je vais changer la place de certaines choses. Alors, des éléments
vont devoir s'allier à d'autres éléments, alors que presque de façon presque arbitraire. Il faut déconstruire, mais il faut aussi introduire une dose de désordre, désorganisé, anarchisé, voilà, parce que on ne peut pas accepter les choses telles qu'elles sont, dans l'ordre qui est le leur, j'allais dire presque l'ordre naturel ou l'ordre social. Non, après c'est vrai que l'on peut, par l'intermédiaire de la fiction, par exemple, prendre une sorte, rejouer les scènes. Et à ce moment-là, les personnages changent. Un personnage qui jouait le rôle d'un fort, d'un puissant, on peut le réduire à celui d'un faible, d'un domestique, d'un dominé. Voilà, on peut inverser les rôles et évidemment notre rôle aussi. Dans la comédie de la vie, ou la tragicomédie de la vie, on va inverser les rôles. Et on n'est plus celui qui prend les coups, le souffre de douleur de tout le monde. On est celui qui ordonne, on est l'ordonnateur de tout ce spectacle. Voilà, on est le régisseur, on est le metteur en scène, etc. Donc, bien entendu, c'est marrant d'ailleurs, souvent on a des problèmes, on a des blessures, comme on les appelle quelquefois. Bon, le terme est un peu, je ne sais pas s'il est bien à sa place. En tout cas, blessures narcissiques ou autres. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal, mais je ne sais pas, moi il y a un oiseau de proie qui m'a fait mal parce qu'il m'a mangé ma poule. Ma poule. Et ça, pour moi, c'était injuste. Donc, après, j'ai rajouté à l'injustice à l'injustice qui m'a été faite, une deuxième raison de me plaindre, c'est que l'oiseau de proie n'a pas consommé la poule en entier. Donc, bien grave, pondeuse, et voilà, je trouve qu'il l'a habitué pour rien. Cet événement-là, il m'a traumatisé, même si j'y ai pas assisté directement, j'ai assisté finalement au carnage, j'ai vu le corps ouvert comme ça de la poule, mais j'ai pas vu l'oiseau de proie attaquer la poule. C'est tu vois, le cas la poule, là où elle a été tuée, c'est très intéressant parce que c'est un petit champ que j'aurais voulu qu'on me donne. Je ne sais pas pourquoi. C'est apparemment le petit champ. C'est là où je suis allé me réfugier quand j'étais plutôt adolescent, pour me livrer à des petites séances d'onérisme propres aux adolescents. Mais il est possible que cet endroit, parce que c'est pas loin d'une cavité, et que l'endroit a été, je sais pas, avait plus de signification familiale, mais c'est le champ dans lequel j'ai retrouvé, là aussi, beaucoup d'outils préhistoriques. Donc, l'endroit est un endroit qui a pris plus d'importance à mes yeux. Voilà, les éléments se sont rajoutés. C'était... voilà, donc la chose est là. Alors, à côté de cette blessure, ce traumatisme, il y a des traumatismes causés par des humains. Finalement, on a tendance plutôt à retenir, à donner plus d'ampleur
plus d'écho au traumatisme causé par les humains qu'au traumatisme causé par, je sais pas, causé par la vie tout court. Toutes sortes de choses. Alors, je sais pas, ça peut être une branche d'arbre qui vous a giflé, qui vous a fait mal, je sais pas, le lait, le latex du figuier qui vous a brûlé. Voilà. C'est aussi, normalement, après on retient la gifle. On retient la gifle du père, la gifle du policier, la gifle de l'instit. On retient ces gifles-là. Et pourtant, donc il faut y aller directement. Il faut tout dépend de beaucoup de choses. Alors, cette parole donc je commence à perdre la maîtrise, cette parole, elle vient suite à une discussion qui a duré une quarantaine de minutes. Voilà, donc j'ai entendu donc le cri de la rouge queue, la femelle qui vient manger, mais ce que je lui ai émietté, la noix que je lui ai émiettée, là elle doit être en plein nourrissage, donc elle est vraiment très fidèle. J'ai aussi comme ami fidèle une femelle merle. Voilà, c'est ça mes accompagnateurs ou mes accompagnatrices, pour être plus précis. Donc voilà, donc je perds un peu ma concentration, parce que bon, évidemment, au bout d'un moment, bon, ça suffit, assez dit, ça suffit, il faut passer à autre chose. Mais en quoi l'angoisse, voilà, donc j'ai parlé, mais j'avais aussi pris du café. Donc il est possible que je sois un peu dans la phase de descente et que le café n'agissant plus, que là aussi une histoire d'humeur, une histoire de disponibilité corporelle qui m'empêche d'être vraiment en plein dans ce moment avec ce thème du traumatisme ou de l'angoisse et de la rationalité. Donc ça forme un couple, en tout cas. Ça va ensemble. Il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas d'angoisse sans rationalité. Il n'y a pas de rationalité sans angoisse. Ça cache toujours quelque chose. Alors l'être un peu trop propre, un peu trop gentil, un peu trop... ça cache quelque chose. D'ailleurs, la propreté, ça cache la saleté. On est propre parce que on pourrait être sale. Donc, c'est une chose qui est très liée. L'un ne veut pas sans l'autre. On est poli parce qu'il y a l'impolitesse. On est gentil parce qu'il y a l'ingentillesse. On est pacifique parce qu'il y a l'impacifisme. C'est ça. Et, sinon, on n'aurait pas besoin de catégoriser certains comportements si il n'y avait pas l'opposé. Donc, la chose n'existant pas. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de compétition, donc il n'y a pas de mots. Comme dans certaines langues, il n'y a pas de mots pour certaines choses pour lesquelles nous, on a des mots. On a pléthore de mots. Mais eux, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas peut-être la monnaie. Ils ne connaissent pas, et peut-être qu'ils échangent d'autres façons. Pas que le troc, mais ils ont une autre manière finalement de trouver, de s'arranger entre eux. Après, évidemment, avec la fréquentation d'autres cultures, d'autres manières de faire, donc ça, les choses changent. Mais sinon, donc après, un système qui base ses références sur la valeur accordée à certaines choses, comme des coquillages, etc. Donc, ces coquillages ont une valeur monétaire, tandis que pour d'autres, ils n'en ont aucune, même pas une valeur ornementale. Les défenses, par exemple, de sangliers ont une importance dans certaines cultures, mais
dans d'autres, pas du tout. Alors voilà donc la chose. Alors comment parler de ça quand on est arrivé à bout, quand ça ne va plus venir. C'est voilà, dans cette comme toujours dans ce rapport un peu délicat avec soi et l'environnement, soi et le monde, il y a soi et son corps. Le corps, il est là, et je ne sais pas si ça constitue réellement deux choses différentes, mais en tout cas, il y a des gens qui maltraitent leur corps parce qu'ils ont des convictions, parce que ceci, cela. Encore au niveau biologique, on peut accepter de maltraiter son corps parce que on y trouve du plaisir. Donc c'est ça qui est paradoxal. On maltraite son corps et en échange, le corps va fabriquer des substances de plaisir. C'est ça. Et c'est un peu contradictoire. Comment on peut trouver de plaisir dans le fait de se priver, de priver son corps de ses besoins naturels et ses besoins élémentaires. Donc voilà, j'essaie j'accepte que mon corps soit un peu défaillant et j'essaie de rester en attendant que ça passe. Je sens que j'ai encore besoin de quelques minutes, pas beaucoup, maximum 10 minutes, pour conclure ce propos. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir énormément d'éléments, je pourrais dire, factuels. Je prends tel ou tel fait, je conclus et je dis, tiens, je suis totalement prisonnier d'une situation. Alors cette situation peut être une situation, je ne sais pas, je peux être super entouré, mais malgré tout, je suis entouré par des gens qui ne me conviennent pas. Et je peux aussi conclure à une solitude totalement hermétique. Mais je peux essayer de dire, tiens, cette solitude, elle a aussi de bons côtés. Bien sûr qu'elle a de bons côtés. Toute situation a évidemment ses bons et ses moins bons côtés. Donc la solitude, ça permet bon possible. Comme ça pendant une éternité. Bon, il y a quelquefois un aspect, il peut y avoir l'aura d'une personne. S'il se produit des ruptures, c'est que finalement, il y a des choses. C'est pas l'autre qui vous a quitté, c'est que vous aussi, vous l'avez quitté. Mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Parce qu'on ne quitte pas les gens qui constituent pour nous, j'allais dire, des absolus. On ne les quitte pas. On ne les quitte jamais. On quitte quelqu'un qu'on sait, d'une certaine façon, on a ce savoir-là, cette intuition-là, mais qui reste un peu en infraconsciente. Ou subconsciente, cette idée que cette personne, cette conclusion que cette personne, elle ne doit pas continuer d'être présente dans notre avenir. Elle constitue une impasse. Il y a des choses qu'elle procure, mais finalement elle va obérer d'une façon ou d'une autre certaines possibilités. Il va nous priver de l'accès à certains territoires. Voilà, les territoires intérieurs, je n'en sais rien. On peut même dire que
je ne sais pas, dans l'exploration du reste du monde. Si je suis seul, je suis ouvert au monde entier. Si je suis accompagné, ben évidemment, je me ferme au monde. Parce que la compagnie l'exige. L'accompagnement l'exige. La présence partagée exige. Alors que là, seul, je suis à l'écoute et à l'écoute du pipillement des moineaux, comme je suis à l'écoute de l'acharnement et des mères à nourrir, à s'occuper de leur progéniture. Là, il y a une sorte de devoir, voilà, telle femelle, voilà, elle est là, et elle cherche, cette responsabilité, elle ne va pas, elle va pas y manquer, elle va pas s'y soustraire. Donc, et moi j'aide autant que je peux, je donne quelques morceaux de pommes, je donne un peu de mes brioches. Bah, c'est sûrement pas suffisant, mais qu'est-ce que je peux donner de plus? Je dis, je partage. Voilà l'idée de partager. Après donc, rationaliser, ou la rationalité suspecte, ou l'hyper-rationalité, parce qu'on peut être, tout dépend du contexte. Là, je parle seul, donc j'ai pas de vis-à-vis, etc. Mais si j'avais un contradicteur, il est évident que je pourrais me lancer dans une sorte de joute verbale, et c'est ce qui me plaît, c'est le duel verbal, c'est argument contre argument, et vision contre vision, rationalité contre rationalité, hyper-rationalité contre hyper-rationalité, ou alors on peut aussi tenter d'échapper à la rationalité. Rétro va de rétro rationalité, rationalitas. Va dire rétro, hey, reste à distance. Allez. Oui, c'est un peu Satan, un peu shaitan, tentateur. La rationalité, ça vous offre des perspectives, ça vous divertit, ça vous procure, je sais pas, l'idée, ça vous donne l'idée d'une solution, même quand peut-être en réalité, parce que c'est votre rationalité après tout, en réalité il n'y a pas de solution. En fait, il n'y a pas de solution, c'est une chose totalement, c'est un propos conclusif, provisoire, qu'il n'y a pas de solution parce que l'idée même qu'il y ait une solution à quoi que ce soit est une fausse idée. Il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Pour qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait un problème. Et alors, pour ramener quelque chose, donc il y a un article, toujours des choses comme ça. Alors aujourd'hui, on se plaint du carbone, etc. Le charbon, tout ce qu'on, oxyde de carbone, tous ces termes-là. Mais ces choses-là, paraît-il qu'ils sont nés, sont issus de la mort d'étoiles naines blanches. C'est toujours, on a appris, voilà, que tel métal est né dans le cœur des étoiles. Évidemment, pour qu'il soit disponible, il a fallu que les étoiles meurent et voilà, ils dispersent leur matière, leurs composants. Donc toujours, et puis toujours il y a, je sais pas, un trou noir qui avalerait par jour, donc toujours le jour terrestre, 24 heures, donc avalerait un soleil par jour. Donc, voilà, un ordre de grandeur. Toujours, évidemment, on est constitué, toujours cet élément, cette constitution double, constitution imposante,
quand même, mais aussi constitué d'éléments infra et éléments extraordinairement minuscules, nano, tout ce que l'on veut, dans nano, jusqu'à l'infini. Et c'est cette chose-là qui nous pose problème. Donc le corps tel qu'il est, et puisque par exemple moi je parle, parce que d'abord il y a la webcam, il y a le numérique. Donc si le numérique venait à disparaître, si une tempête solaire venait à détruire un peu tout ce qu'il y a, je ne pourrais plus utiliser le numérique parce que il y a eu un sursaut, je ne sais pas, de rayons, je ne sais pas quoi, gamma ou autre. Finalement, tout ce qui est composé de composants électroniques, finalement, ça ne fonctionne plus. Ça y est, c'est fini, à part évidemment ce qui était protégé, mais j'imagine que évidemment mon matériel à moi, qui n'est même pas protégé contre la foudre, contre le tonnerre, par exemple, je sais pas quoi, contre les petites, alors il est encore plus mal protégé contre les émissions qui pourraient venir du soleil lors d'une tempête qui pourrait être magnétique, qui pourrait être plus forte que les précédentes. En tout cas, et voilà, donc je parle parce qu'il y a l'air. Et l'air, évidemment, d'où vient l'air? Donc je joue sur l'air, sur l'air qui m'environne pour constituer ces sons. Donc je joue déjà sur des choses qui sont presque qui sont dans une présence ou dans une réalité provisoire. Alors, du provisoire, je fais du provisoire. Ce corps provisoire est constitué de provisoire. Il est, évidemment, il ne changera pas. Il est provisoirement doté de cette apparence. Mais après, il va changer d'apparence, il va changer tout. Voilà, comme les soleils morts, ce qui finalement constitue sa matière va être de nouveau dispersé. Alors j'imagine, je sais pas, si je prends ce téléphone, je dirais tel ou tel, je sais pas, composant intérieur ou telle chose. Le plastique, voilà, le cycle du plastique, comment ça se passe. Je sais pas, donc dans quoi mes atomes, dans quoi elles vont, à quoi elles vont se mélanger, qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que quelque chose en moi va continuer d'exister par-delà les airs géologiques, je sais pas, on est quaternaire, on va arriver, je sais pas, à d'autres âges géologiques s'il devait y en avoir. Donc tertiaire, quaternaire, alors je ne sais pas calculer après le quaternaire, je ne connais pas les termes, mais il est possible de les trouver. Donc après les aires géologiques, ça a des durées assez c'est pas assez inégal, donc voilà, qu'est-ce qui va rester de moi, évidemment. Mais moi, je ne suis, quand je dis moi, c'est ça le problème, quand je dis moi, c'est que je ne suis moi à aucun moment. Et quand on sait que peut-être l'idée qu'on se fait de soi est une idée que l'on doit à chaque fois, je ne sais pas, comme quelqu'un qui à chaque fois doit refaire le monde. Et le monde, il doit être reconstitué. Donc la vision qu'on a de soi est une vision qui est renouvelée en permanence. Comme le souvenir est la renouveler et réélaborer, il n'est jamais le même. Il n'est jamais le même tel qu'on l'a
tel qu'on l'a intégré, tel on l'a intégré pour la première fois. Il a changé. Alors, quelquefois, voilà, donc le souvenir, ça vient d'une scène réelle. Après, c'est l'idée qui nous en reste. Mais cette idée, elle est assez mouvante. Quelquefois, le souvenir devient assez peu net, assez brumeux, et quelquefois, il redevient un peu plus net. C'est bizarre. On ne sait pas pourquoi, par quel phénomène les choses acquièrent de la netteté, et à d'autres moments, pas de netteté du tout. Et c'est presque fantomatique. Voilà. Voilà comme un tableau qui aurait vieilli, et finalement les personnages ne ressemblent plus à grand chose. Voilà, c'est... Donc la rationalité, voilà la rationalité. Donc c'est de s'intégrer à quelque chose de plus que soi. Et de se considérer soi comme un non-soi. C'est d'apporter de la déconsidération. Voilà de l'hyper-rationalité. C'est de prendre par exemple, simplement pour contrarier un peu les choses, je pourrais... on m'a amené 2 pommes, alors évidemment 2 pommes un peu, j'allais dire, pas des golden, mais des pommes un peu, voilà. Donc, on me les a amenées pour que je les mange. Donc, je commence à les manger, j'en mets une partie au frigo, et puis, ces pommes-là sont quand même un peu farineuses. Donc, je l'attendais un goût un peu meilleur. Mais c'est pas la raison. La raison, c'est que, voilà, ce que j'avais sous la main, donc au lieu d'aller chercher une pomme un peu plus ordinaire, j'ai pris un peu de cette pomme, un peu haut de gamme, et je l'ai donné à la mère Merle. Ce qui fait de contraire. Et voilà un peu, cette pomme était destinée à ce que je m'en nourrisse, et voilà que j'en partage une partie avec. Et comment ce processus, qui n'était pas du tout prémédité, je n'ai pas décidé, c'est venu comme ça. Mais je peux avoir l'idée de contrecarrer un peu le destin de certaines choses. Tiens, un petit jeu, mais un jeu sans conséquence, finalement, sans conséquence, néfaste pour personne. Je me dis aussi peut-être que la Merle, elle va voir un peu, je sais pas, elle va s'intéresser peut-être à ce goût, à ces pommes avec un goût un peu différent. Je sais pas, c'est une hypothèse. Je suis pas dans le système gustatif des merles. Voilà, donc la chose est... donc la rationalité, d'abord c'est de quitter soi. Soit c'est obligatoire de quitter soi, sa dimension à soi, ses horizons à soi, pour aller se projeter dans quelque chose de plus grand. Évidemment, quelque chose d'au-delà de l'espèce, quelque chose d'au-delà du vivant, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Alors le vivant devient... Comme on est composé de choses minérales, donc des choses non vivantes. Un minéral, c'est pas un être vivant, ça se reproduit pas, etc. Et pourtant, on a des éléments minéraux en soi. Donc on a des éléments de toutes sortes. On est composé aussi. Donc il faut prendre aussi cet aspect des choses. Et c'est vrai que ça, là, mon corps, il est toujours fatigué. Il m'a permis ces quelques minutes de plus. Mais je sens un certain relâchement musculaire qui est là. C'est le manque de je sais pas quoi. Il y a un manque. Alors on compare toujours avec des moments où on a été plus en verve, où le café a été suffisamment
stimulant pour donner une impulsion. Bon là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En tout cas, on est devant quand même rationaliser l'angoisse, ou l'angoisse, l'hyperrationalité, c'est la mort. C'est quelquefois, c'est la mort. La mort que l'on a en face de soi. Pas sa mort, parce que sa mort n'est pas importante. Pour soi, sa mort n'est pas une catastrophe. C'est d'être là à assister à la mort de ses proches. C'est ça qui est difficile. D'être le témoin et finalement de survivre à la mort de ses proches. Voilà une chose à laquelle on a du mal à trouver comment répondre. Rationalité, pas rationalité, angoisse, pas angoisse. Finalement, rien ne résout le problème. Alors on prie, alors qu'on prie sans prier. On espère tout en sachant que cet espoir est une pure finalement, est presque un fantasme, une sorte de chose irréelle. Et on a envie d'empêcher, je sais pas, d'empêcher l'inéluctable, la chose qui est inscrite et dans le marbre, Et comment faire? Comment faire alors? Et c'est vrai que là où on arrive de l'angoisse à l'angoisse, de l'angoisse de rationalité à l'angoisse, quand on révèle un peu quand même l'aspect angoissant d'une situation, et on voit comment on est composé biologiquement de plusieurs ordres de grandeur. On est aussi composé, j'allais dire, de tout un tas. Il y a une architecture psychologique. Alors il y a des éléments porteurs, des éléments ceci, il y a des éléments, je ne sais pas comment dire, il y a des éléments qui sont bien montés, bien construits, d'autres un peu, voilà. Et cette architecture est un peu bizarre. Ce n'est pas... il y a du fini, il y a du solide, mais il y a aussi de l'insolide, il y a aussi des choses totalement qui pourraient basculer d'un moment à l'autre. Alors il y a de cette architecture, il y a des éléments que l'on pourrait perdre. Tiens, j'avais cette chose-là, je pourrais ne plus l'avoir à disposition. Je sais pas, par exemple, j'avais accès, je sais pas, à la lumière, en allant, je pouvais regarder la montagne, mais depuis quelque temps, il y a une maison, un bâtiment, disons même, qui est venu, voilà, se mettre entre moi et la montagne que je voyais tout le temps. Voilà un horizon. Mon horizon est devenu un horizon fermé, limité, clos. Voilà le clos de mon architecture psychologique. Il y a plein de clos. Alors, il y a du clos, il y a trop de clos. Donc des pièces, ou des choses, des perspectives, ou des paysages, ou des vues condamnées. Je peux plus regarder comme je regardais auparavant. Et rien ne vaut vraiment un paysage vraiment ouvert, avec des continuités je sais plus comment on l'appelle, en tout cas avec des morphologies différentes. Il y a la plaine, puis il y a les collines, puis les collines commencent un peu à s'élever. Si on a de la chance, on pourrait avoir des montagnes à l'arrière-fond. Mais là, déjà des collines, un paysage plat, ouvert, un peu illimité, c'est pas très intéressant. Mais un paysage divers, voilà. Et comme dans la vie, on se rend compte qu'il y a des choses qui changent. Il y a eu un temps
Il y a un temps où il n'y avait pas de lumière dans certains lieux. On pouvait regarder le ciel sans être gêné par une quelconque lumière. On n'a pas besoin de se déplacer. On a accès direct à la voûte céleste, finalement, au firmament. Et puis, voilà. Et on se rend compte que là aussi, on avait accès, je ne sais pas, la vie pouvait circuler librement. Voilà que la vie est arrêtée. La vision qu'on avait de soi et de sa vie et de ses perspectives, commence à être bouchée, à être reliée. On ne peut plus parce qu'il y a quelque chose qui est venu s'intercaler entre nous et notre capacité, la capacité qu'on avait à se projeter auparavant, à se projeter en toute confiance, en toute quiétude, en toute légèreté. Aujourd'hui, on est devenu un peu grave, on est devenu un peu plus qu'inquiet, on est angoissé. Alors comment parler rationnellement de l'angoisse sans en faire trop, sans en faire, je sais pas, sans l'angoisse? Et finalement, c'est ordinaire, cette chose ordinaire qui nous accompagne, l'angoisse. Ai-je bien angoissé? Ai-je bien angoissé? Parce qu'il en faut, là aussi, une dose d'inquiétude pour donner une certaine valeur aux choses. Il faut avoir peur pour réellement sentir les moments de tranquillité. Il faut être un peu intranquille pour apprécier la tranquillité. Il faut toujours. Mais il y a des choses pour lesquelles on n'a pas la possibilité de faire ce type de gymnastique, d'équilibrisme. On ne peut pas. Devant la mort, c'est la mort. C'est pas une petite absence, c'est la grande absence. Alors la mort, elle vous met en échec. Quoi que vous disiez, quoi que vous rationalisez, quoi que, je sais pas, vous pouvez appeler à l'origine de l'univers, vous pouvez appeler à Dieu, vous pouvez appeler à tout ce que vous voulez, mais la mort, elle met tout ça en échec. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il y a une armée de gens prêts à dire c'est comme ça, c'est le destin, c'est la vie fait mourir. Vivre, c'est accepter de mourir. Ouais. Et puis, on est à Dieu, on y revient. C'est une drôle de manière de dire ça. C'est une drôle de conclusion. Voilà. Dieu donne et Dieu reprend. Oui, à certains, ça sert comme des formules magiques. Ça arrête l'angoisse, ça bloque les flots impétueux de l'angoisse, ça les met en échec pour certains, parce que à force d'entendre tout le monde parler de la même voix, Dieu il a aimé, il a rappelé auprès de lui. Ah voilà, donc c'est trop d'amour. Comme si moi j'aimais quelqu'un et je le tuais pour jamais qu'il s'en aille. J'ai eu l'occasion, mais je ne l'ai pas fait. J'ai eu l'occasion, je ne vais pas tuer quelqu'un parce que là c'était pas trop d'amour, c'était une chose, quelqu'un qui n'avait pas conscience de ce qu'il faisait. Donc en fonction de cette rationalité là, donc il n'y avait pas de nécessité, il n'y avait pas d'impératif à lui ôter la vie. Quelqu'un d'inconséquent, et on a tous été inconséquents à un moment ou à un autre, donc on comprend et on laisse vivre la personne qu'on aurait pu. Il y avait l'idée que c'était une histoire qui devait se terminer. Donc tuer, c'est
d'avoir la personne en permanence avec soi. Donc Dieu ramène tous les gens pour les avoir auprès de lui. Quelle est la raison? Parce qu'il les aime trop, parce qu'ils lui ont manqué, parce que, je sais pas, pour les laisser vivre, laisser vivants et les avoir quand même. Je sais pas comment le dire, alors j'essaie de finir, mais donc j'ai un peu, je sais pas. En tout cas, j'ai peur et j'ai personne pour m'écouter. J'ai peur, mais la peur est la chose qui m'accompagne tous les jours. Et je me demande, je me pose la question, quelle dose vraiment? Comment je tiens? Alors, je tiens pas parce que je prends des calmants, je prends des aidants. Tout seul, je ne sais pas comment je fais pour ne pas... Évidemment, on peut essayer d'en finir avec la vie en se cramant. Mais c'est trop rapide. C'est trop rapide et le message peut échapper. Le message qu'on a voulu peut-être passer échappe aux autres. Comme le fait aussi d'aller se suicider, le message échappe. Tandis que dans mes références anciennes, il y avait cette idée d'être un peu soumis aux épreuves, évidemment décidées par Dieu. Non, dans la Bible, je ne sais plus quel prophète c'est, mais Dieu a décidé de tester un de ses fils, voilà, c'est d'une certaine façon de le tester, de l'éprouver, en le rendant malade de plein de façons. Donc on voit un peu d'essayer de tester la profondeur et la véracité de sa foi. Donc si la foi, on peut avoir à la fois légère, pour avoir à la foi en Dieu, parce que généralement on cohabite bien. Mais imaginons qu'on soit dans des contraintes, dans des situations intenables, on pourrait, voilà, j'appelle à Dieu, Dieu ne répond pas, ça y est, je me dis Dieu ne m'écoute pas, ne m'entend pas, donc je le renie. On pourrait dire ça comme ça. Donc c'est d'avoir presque non pas des stigmates, mais avoir quelque chose à montrer aux autres. Donc il faudrait, je ne sais pas, commencer peut-être, comme cette personne qui modifiait son corps, commencer par mutiler son corps. Et chaque mutilation, évidemment mise en scène, etc., chaque mutilation est finalement amène quelque chose. Voilà, il y a le message qui est derrière. Et là, en travaillant sur, évidemment, le long terme, commencer à se priver de la vue, des choses comme ça. Vraiment faire une sorte de réduction de ses capacités de mouvement, des capacités de perception. Comme ça, le message, il a le temps. Il a le temps d'arriver ou de ne pas arriver. Mais après, imaginons que l'on puisse faire ça sur soi-même, mais là, ça peut être encore plus difficile. C'est comme les 10 plaies d'Égypte, essayer finalement de tomber malade de plusieurs façons. Mais évidemment, avec toutefois la précaution de ne jamais attraper une maladie totalement létale, des maladies handicapantes, une maladie genre la lèpre qui va finalement vous faire mal pendant peut-être très longtemps, des maladies handicapantes mais non mortelles, non létales à coup sûr. Pour essayer de voir finalement toujours de transmettre, mais c'est toujours pas évident, toujours le problème du message.
Donc comment et finalement de l'intérêt que peuvent avoir les autres pour vous, finalement, vous pouvez faire ça et ne jamais rencontrer le moindre écho. Ça, la légende qu'on raconte sur l'Inde et les gens qui mutilaient leurs enfants pour apitoyer les passants, vrai ou pas, en tout cas. Donc, c'est courir un risque. Voilà donc comment les choses se terminent. Se termine cette prise de parole qui est née comme ça suite à une discussion, suite à une prise de conscience et puis suite à un soulagement qui est momentané, provisoire. Je suis parti pour un nouveau tour. Voilà. Donc, l'angoisse s'est conclue par une sorte de pause. Mais la pause, elle est de courte durée. Donc, l'angoisse, c'est vrai qu'on vit, évidemment, Dieu ne répond pas, donc on ne fait pas entrer dans la... Dieu n'est pas un personnage de cette scène, mais on a envie d'adresser à quelqu'un qui aurait cette réponse. Pas à quelqu'un qui va vous sortir des formules toutes faites, ou de la... Non, quelqu'un qui... évidemment, quelqu'un, je sais pas. C'est marrant, ce quelqu'un, je ne le vois pas, je le vois très ordinaire. Très ordinaire. Mais ce quelqu'un qui pourra me soulager, c'est quelqu'un qui aurait besoin de mon aide. Voilà. C'est vrai, moi j'ai des problèmes, mais lui en a plus. Pour moi, c'est toujours une personne féminine âgée. Toujours un peu entre un peu la grand-mère. Pas la mère âgée, parce que j'ai pas connu ma mère âgée, mais une sorte de grand-mère. Moi, je pourrais avoir du mal. C'est vrai, je monte l'escalier, je le descends avec précaution, avec beaucoup moins d'élan qu'auparavant. Là, ça n'a rien à voir. Mais je peux encore descendre les escaliers. Des fois, je risque de chuter, mais pour l'instant, ça va encore. Mais quelqu'un qui aurait du mal à descendre l'escalier, et encore plus du mal à les monter. Donc, à quelqu'un, moi, j'ai un bras qui bloque, j'ai quelques petits problèmes, mais pour l'instant, j'ai besoin de personne. Mais imaginons quelqu'un qui aurait besoin de mon bras. Mon bras, je le soutiens, il peut descendre les escaliers. Je lui donne mon épaule, je lui donne mon bras, et je l'appuie. Il peut s'appuyer sur moi, il peut compter sur moi, parce que je sais que je ne le laisserai pas tomber. Je sais que je pourrai descendre ce maudit escalier. Après, quelqu'un à qui je pourrais, moi, dire, allez, on ne va plus y penser. Pour l'instant, on n'y pense pas. Concentrons-nous sur l'instant. Voilà. Ben, j'ai fait le nécessaire. J'ai acheté de quoi nous régaler. Voilà. Voilà de quoi faire un bon repas. On va se baffrer. On va vraiment manger. Voilà, c'est tout frais. Mais en attendant, on va se préparer un bon thé. Là, de la menthe fraîche. Et voilà, l'eau qui est en train de chauffer. On pense à rien d'autre. On est là à préparer le thé. Et on est content. On est content parce que il y a tout ce qu'il faut. Il y a le feu, il y a la terre, il y a la bouillarde, il y a le thé, il y a le sucre et il y a la menthe.
Il y a même de l'absinthe. On va se régaler. Peut-être qu'on pourrait faire encore mieux. Il y a des fleurs d'oranger. Alors, fleurs d'oranger, c'est le summum du summum. Du thé à la menthe et à la fleur d'oranger. Alors, c'est un régal, c'est un thé royal. Donc, on est là. Et on boit le thé et on a mis le repas est en train de cuire tranquillement. On est là et on n'a pas besoin de trop se parler. Comment ça va? Et on pose cette question sans chercher une réponse à tout prix. Comment ça va alors? Ah, il fait beau aujourd'hui. Pas trop chaud. C'est bien. Ah, la belle saison, quand elle revient, on est tranquille, on est content, la belle saison. Puis on va voir revenir les hirondelles. Ah, le printemps. C'est beau le printemps. Mais là, j'en ai déjà dit beaucoup. Normalement, c'est une phrase toutes les 10 minutes. De temps en temps, on se retourne et on regarde l'autre. Tu sais, je suis toujours là, je suis pas parti. C'est une chose. Mais tu sais, j'ai fait ça aujourd'hui, mais demain, je le referai. Là, il y a entre nous comme un pacte d'assistance à la vie et à la mort. Pas de problème. Et je fais ça parce que ça me fait du bien. Parce que ça me décharge de mes angoisses. Rationnellement, ça peut se critiquer. Mais d'un autre côté, irrationnellement, ça fait du bien. Moi, la raison, je ne l'écoute pas toujours. Je ne veux pas savoir si tu avais été gentil dans ta vie, jeune, si tu avais été... Je ne veux pas savoir. Maintenant que tu es démuni, c'est ce qui m'intéresse. C'est que moi, je suis capable de t'apporter un bras secourable, d'être là avec toi, de te poser une question. Comment tu vas aujourd'hui? As-tu bien dormi? C'est essentiel. As-tu passé une belle nuit? Ah, j'ai eu mal de ce côté. Aïe. Et c'est tout. Ça y est, je l'ai entendu. Ben, je peux pas avoir mal pour toi, mais je compatis. Je compatis. C'est vrai que moi, j'ai passé une nuit ordinaire. Sauf peut-être que j'ai fait des rêves, mais corporellement, voilà, je me suis réveillé sans ressentir de douleur, sans... Mais toi, c'est... Aïe, c'est tout ce que je dis. Et c'est tout ce que tu attends de moi. Pas plus. Pas plus. Je vais pas commencer à tout sculpter, à essayer de jouer les indignés. Mais c'est quoi cette histoire? Mais que fait Dieu? Mais que fait... Oh non. Alors, on oublie la nuit, on oublie, et puis voilà, on se prépare pour un nouveau thé. Alors, ça vient d'où aujourd'hui? La menthe vient d'où? Ah, aujourd'hui, il n'y a pas de fleurs d'oranger. On va se contenter de l'ordinaire, beaucoup de menthe. Et du thé vert chinois, bien chinois. Puis on va laisser infuser un peu plus longtemps que l'ordinaire. Puis on va boire un thé sudiste, un thé qui vous réveille à mort. Voilà.
on va faire la cérémonie du thé à la sudiste, à la sahraoui, et puis voilà. C'est comme ça. Et puis, tu sais, je sais que on est disponible. Si tu as envie de parler, bon, c'est vrai, il y a le temps ancien, les temps anciens. C'était différent. Mais c'est toujours différent l'ancien temps. Ça change tout le temps, le temps. Alors, hier, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est différent. Mais c'est toujours comme ça. Il y avait du bon. Il y avait aussi du mauvais. Il y avait aussi du bien, du supportable et d'insupportable. C'est comme ça. Alors un sage, qu'est-ce qu'il vous dirait d'autre? Un sage. Ouais, il dirait quelque chose comme ça. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise attitude, il n'y a pas de bonne ou mauvaise philosophie, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise rationalité, il n'y a pas de bonne ou mauvaise angoisse. Il y a à être ingénieux. Il y a à être duper son angoisse, à l'occuper, finalement. Jouer avec elle, ne pas la laisser gagner, justement. Tiens, j'ai été perdre mon angoisse, je l'ai sommée, et elle n'a pas ce qu'il faut pour revenir. Elle va mettre du temps à revenir. Elle va revenir, mais elle va mettre du temps. Et en attendant, je peux vivre. Mon angoisse, elle me débusque parce qu'elle a un sens. Elle me trouve toujours. Mais je suis content quand elle s'absente. Voilà comment faire. Comment on peut faire aussi avec une prise de parole, comment on l'a fait évoluer, comment on lui fait traverser différents stades et comment on la termine aussi de cette manière. C'est comme ça. Alors, on fait bien, on fait pas bien, ça j'en sais rien. On fait comme on peut, souvent. Du moment où on se focalise trop sur une chose, puis à d'autres moments on est un peu... On aimerait se focaliser sur... voilà, se multi-focaliser. Pas être... avoir des centres d'intérêt divers, ouverts. Bien sûr, travailler la terre, accompagner le cycle végétal, c'est une chose intéressante. Voir croître les choses. Et puis, un destin qui semble évoluer de façon totalement hallucinante. J'ai un pissenlit. Je vais le chercher. Bon, il reste rien de ce pissenlit. Ce pissenlit qui a poussé à une vitesse foudroyante. En tout cas, à mes yeux, à moi, ce pissenlit, il a poussé à l'envers. C'est-à-dire, j'ai suspendu un pot et lui, il a émergé dessous le pot.
Et il a un tronc, un pied qui était assez, vraiment, assez costaud. Puis il a cru rapidement. Il a fait sa floraison. Et hier, je l'ai coupé. Je l'ai coupé après qu'il est vraiment... je peux pas dire... moi, j'ai écourté un peu sa vie parce que je voulais redonner un peu de vigueur au pied de tomate qu'il a gêné. Alors, un pied de tomate qui a l'air de pas bien se porter, contrairement à d'autres pieds de tomate qui ont un vert plus vif, alors que lui, il a un vert foncé, il a l'air de moins bien se porter. Donc j'ai décidé que, après avoir laissé le temps qu'il faut au pissenlit pour que vraiment il sème ses graines. Et hier donc, c'est la première fois que je voyais les petites fleurs que je voulais prendre en photo, mais non, les petites fleurs jaunes, petites, de ce pissenlit. C'était un joli jaune. Malheureusement, ça se ferme très vite, ça se fane très vite, ça se transforme très vite en ces choses un peu volatiles. Mais j'avais envie d'immortaliser ça. Mais ça s'est pas fait. Alors voilà, le végétal, on a l'expérience de la vie et de la mort, comme ça, de façon très, très rapide, une succession. On voit les choses pousser, naître, commencer à sortir du néant presque, apparaître, puis commencer, soit finalement bien démarrer, soit avoir des problèmes, soit bien pousser, et quelquefois, voilà, toujours le problème, c'est la terre n'est pas bonne, le moment n'est pas le bon. Il y a des choses qui poussent et qui meurent très vite parce que il y a des choses que l'on fait. Mais si j'avais la possibilité de faire les choses comme il faut, je me serais lancé dedans. Parce que c'est réellement un acte de vie. Contrairement à beaucoup d'actes, celui d'avoir rapport au vivant est un acte très utile. Donc ça vous fait un peu oublier votre angoisse et votre rationalité. Vous n'êtes plus dans ces choses-là, dans ces catégories-là. Vous êtes dans un réel clair et net. Vous faites les choses comme il faut, comme il est conseillé, comme l'expérience l'a prouvé. Vous mettez un pied ici, vous l'espacez suffisamment, donc ça va produire. Vous l'espacez pas assez, donc ça va avoir des conséquences. Vous mettez en terre à tel moment, c'est bon. Un peu trop tôt, un peu tard, c'est pas bon. Tout dépend aussi de la terre, de l'ensoleillement. Ça dépend de beaucoup de choses. Et les choses-là, vous les connaissez. Plus ou moins, mais vous les connaissez. Alors, il n'y a pas réellement de surprise, il n'y a pas de traumatisme. Bon, j'ai planté des pieds de courge, donc ça donne des fleurs mâles. Il est possible que ça ne donne pas des fleurs femelles parce que il n'y a pas assez de terre. Donc ça donne que des fleurs femelles et des fleurs mâles parce que justement, mais ces fleurs mâles, je suis content, sont ça va beaucoup de faire quelque chose, donc je sais pas d'où viennent ces guêpes, etc., mais je suis content de les voir. C'est la chose que je souhaitais plus qu'autre chose. Je souhaitais revoir les guêpes plutôt que de produire ou d'avoir un résultat positif au niveau de la production, parce que ça n'a pas d'importance. Mais par contre, voir les guêpes, ça c'était une chose. Évidemment, c'est pas comme auparavant, mais c'est déjà ça.
Et voilà donc comment on prend un peu une petite pause vis-à-vis de certaines choses qui nous habitent, qui nous traquent un peu, qui nous suivent un peu de trop près. Comment se quitter provisoirement, comment abandonner la totalité de ce qu'on est pour se consacrer à une chose. Voilà, c'est une chose très intéressante. Le manuel permet justement la déconnexion avec soi, avec la rationalité, avec tout ce qu'on veut, et c'est très bien. Donc, vive le manuel, quoi qu'il en soit. Donc, c'est moins dans la théorie et plus dans la pratique, plus dans l'action, plus dans la terre, plus dans, voilà, comment je peux finir ça. Voilà, donc ça a été une exploration, ça a duré 1h30, c'est extraordinaire que ça ait duré aussi longtemps, mais c'est comme ça, alors, et c'est comme ça. Aujourd'hui c'est une journée grise, et, donc ça influence un peu sur le sentiment intérieur. En tout cas, j'aimerais avoir aussi accès au vivant humain pour essayer de voir, mettre un peu, tester certaines choses que j'ai mises en place, avoir des retours, explorer, je sais pas, essayer de voir si certaines choses que je pourrais dire, si elles pourraient rencontrer un intérêt ou quelque chose comme ça. Là, je parle toujours, c'est toujours un monologue et c'est problématique. Le monologue, c'est un peu une impasse. Ça doit, à un moment donné, le monologue, ça doit déboucher sur autre chose, du polylogue, mais il est où le polylogue? Alors, s'il vous plaît, polyloguant. Bon, d'accord, à bientôt dans autre chose. Et à bas la mort. À bas la mort. À bas, à bas, à bas.